Alors c'est vrai que c'est des débuts de débat, c'est même un petit fire, c'est pas un fireside chat, parce que on sera avec nos deux invités pour 15 bonnes minutes, en essayant de donner l'essentiel, en fait, et de communiquer sur des visions complémentaires. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Bilgil ou Nizar Yaish. Marhaba bikom. Voilà. Je me mets au milieu, je me permets. Hein. Merci. Je suis ravie en tout cas d'être entourée cet après-midi de deux personnalités qui incarnent en fait, je vais me mettre là pour m'éloigner de l'interférence, allez-y, rapprochez-vous Nizar. Vous incarnez chacun de vous votre manière les futurs possibles de la Méditerranée numérique. Donc je vais faire des présentations, même si tout le monde connaît Karim, même si tout le monde connaît Nizar. Je vais dire Karim Bilgil, vous êtes entrepreneur, vous êtes cofondateur d'Instadip, vous êtes auteur du livre Le Saut décisif. Il est paru il y a combien de temps ? Cet été en Tunisie. Cet été en Tunisie, donc je vous conseille vivement de l'acheter et de le lire. C'est pas beaucoup de pages, c'est un peu plus de 80 pages, mais il y a l'essentiel dedans. Dans ce livre, justement, vous appelez clairement à un réveil stratégique et numérique, en fait, de l'Afrique et des pays du pourtour méditerranéen, notamment les pays du sud de la Méditerranée. Nizar Yaish, vous êtes ancien ministre des Finances, vous êtes expert international de la transformation numérique et énergétique, vous êtes engagé dans l'avenir des infrastructures publiques et de la souveraineté technologique. Donc merci d'être avec nous, avec ce beau public cet après-midi. 15 minutes d'échange autour d'une question essentielle. C'est la combo, en fait, la combinaison IA, énergie propre et renouvelable, et Bitcoin. Je viens de découvrir ça dans votre livre, mais aussi les talents locaux. Donc cette combinaison, cette fameuse recette magique, comment est-ce qu'elle peut être une réponse aux défis de la Méditerranée aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut donner lieu à un modèle plus souverain, plus innovant? Donc je vais peut-être commencer avec vos visions tous les deux. Donc on se prend 5 minutes pour parler de vos visions. Karim, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a 3 vagues en fait. On parle de l'IA, vous l'avez expliqué ce matin, l'IA avec ses 3 piliers, les données, la puissance de calcul et les modèles. Mais aussi à côté de l'IA, on a l'énergie renouvelable et le Bitcoin. Donc ensemble, ils atteignent un point de basculement, vous dites. Donc pourquoi pensez-vous, justement, dans ce point de basculement, que l'Afrique, et plus précisément la Tunisie, dans votre livre vous parlez de la Tunisie, peut devenir un territoire pionnier dans cette convergence? Absolument, merci Raya, c'est un plaisir d'être de retour dans ce format très dynamique, on l'espère. Donc, brièvement, l'idée c'est qu'on vient de passer 3 seuils critiques. 2 seuils critiques dont j'ai parlé ce matin, et donc le premier seuil critique c'est le fait que l'IA a atteint un niveau de compétence humaine en réalité, et du coup tout va s'accélérer maintenant. On a énormément de capacités cognitives qui entrent en jeu, et du coup c'est la course en avant, je dirais pas la fuite en avant, mais vraiment le développement de l'IA sans aucune limite, parce que c'est une technologie qui fondamentalement peut continuer encore à progresser à grande échelle, mais même si on arrêtait tout aujourd'hui, et ça c'est un point intéressant, même si on arrête tout aujourd'hui en IA, rien que le niveau actuel des IA nous permettrait de débloquer un progrès extraordinaire. Donc en réalité, on ne va pas s'arrêter là, on va faire encore plus, mais c'est pour vous dire le potentiel extraordinaire de la technologie, d'où les investissements dont on a parlé ce matin. Le deuxième volet, bien entendu, c'est, vu les investissements massifs en IA, la puissance de calcul nécessaire et tout, il faut énormément d'énergie. Et donc le deuxième point, et le seuil critique, c'est le fait que l'énergie renouvelable, et notamment le solaire, est aujourd'hui plus compétitif que le pétrole, le charbon et le gaz. J'insiste, c'est un élément extrêmement important. Ça veut dire que même pour un industriel pur et dur, qui cherche que la rentabilité, sans aucune considération environnementale, il va prendre du solaire et du renouvelable aujourd'hui. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Peut-être quelques batteries aussi. Donc, c'est la deuxième révolution et le deuxième point critique qui a été franchi, qui permet du coup des investissements à très grande échelle, dont je pense Nizar va parler également. Le troisième point, c'est cette notion de monnaie digitale, cette notion de créer un marché mondial où un jeune Tunisien, même dans une région défavorisée, même à Tataouine, Garça, Sidi Bouzid, peut être en fait un membre de l'économie mondiale. Et donc les moyens de paiement digitaux, et notamment Bitcoin, sont un outil privilégié pour cela. Et si on se penche un peu sur la question de ces nouvelles types de monnaies, on se rend compte qu'en fait, dans le cas de Bitcoin, je fais une grande séparation entre Bitcoin et toutes les autres cryptos.
Pour résumer pour notre audience, les autres cryptos ne valent pas grand-chose. Personnellement, je pense que ça vaut quasiment zéro. Ça vaut un autre débat, ça. Voilà. Par contre, Bitcoin a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est littéralement de l'énergie concentrée. Or, dans un monde d'abondance à venir, finalement, l'unité de paiement, si vous voulez, quand vous aurez des systèmes très intelligents, des robots, des choses très avancées, ça sera l'énergie. Donc la notion d'une monnaie qui est énergie, qui ne peut pas être, avoir de l'inflation sur commande, et qui est vraiment liée à l'énergie, c'est un concept qui va durer et qui pourrait avoir beaucoup d'importance dans l'avenir. Donc là aussi, on a passé un seuil critique. Aujourd'hui, l'adoption de ce type de standard, et notamment Bitcoin, dépasse Internet en 1999. Donc le seuil critique a été franchi, et la meilleure manière de penser, c'est comme Internet, sauf que c'est pour les paiements. Et du coup, vraiment, c'est un monde nouveau qui est en train de se créer, et des opportunités nouvelles pour la Tunisie, pour les pays du contour méditerranéen, qui apportent vraiment l'espoir d'une prospérité partagée, d'une richesse partagée, parce que les deux facteurs limitants qui sont la puissance de calcul et l'énergie, en réalité, on va vivre dans un monde d'abondance où l'intelligence sera abondante. Elle l'est déjà en grande partie. Si vous voyez le prix de ces systèmes, je vous donne juste une statistique. Le prix des meilleurs systèmes d'IA a été divisé par plus d'un facteur 100 en 2 ans. Donc on atteint déjà ce niveau où finalement la limite c'est vous. C'est est-ce que vous savez utiliser ces systèmes? Et ces systèmes ne sont pas chers en réalité. Et c'est exponentiel. Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'abondance de l'énergie. Nous utilisons à peine 1% de l'énergie qui nous vient du soleil. Et donc, pour toute considération pratique, cette énergie est illimitée. Merci Kalim. Alors pour rebondir à ce que Kalim vient de dire, imaginons, on a la volonté, on a les talents, on a le soleil et on a l'accès au Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut faire de cela en termes... Alors ce matin aussi, il avait évoqué l'importance des partenariats publics-privés, les PPP. Donc aujourd'hui, vous qui venez d'un monde, de la finance certes, mais aussi des politiques publiques, comment est-ce que vous voyez le rôle des États méditerranéens dans cette combinaison? Parce qu'à un moment, il va falloir... insuffler quelque chose dans ce sens. Oui, le rôle, à mon avis, il est très important et on est en train de le réaliser. Je le réalise moi-même de plus en plus via ce genre de forums, d'événements, et je sens une prise de conscience, notamment sur les 2-3 dernières années. Il faut qu'à mon avis, que les pays de la Méditerranée comprennent un peu aussi leur rôle à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de changements, d'évolutions géopolitiques, d'énormes tensions, on est en train de le voir. Beaucoup des guerres, on n'a jamais eu autant de guerres, des budgets d'armement de 2,4 trillions de dollars à l'échelle mondiale, beaucoup d'inégalités aussi au niveau de la finance, et une finance mondiale, et une finance qui s'éloigne de plus en plus des principes d'humanité, beaucoup de changements climatiques, d'évolutions démographiques, etc. Et aussi, donc les pays méditerranéens ont un énorme potentiel, je vais revenir là-dessus, mais aussi, je pense à cet axe-là, l'axe nord-sud, l'axe Europe-Afrique. L'Europe est aujourd'hui, et le sera demain malheureusement, secouée entre deux grandes puissances. Et on le voit. 27 trillions de dollars d'un côté, 20 trillions de dollars d'autre, de PIB, et avec une guerre, avec beaucoup de dépenses, avec les dépressions sur le temps, et ainsi de suite. Moi, je pense que cette zone-là, les pays méditerranéens peuvent apporter un grand plus pour apporter des éléments de stabilisation à l'Europe, pour apporter des éléments de co-développement concret, IA, énergie, talent, et aussi pour servir d'une manière vraiment efficace, l'axe Europe-Afrique. Si on réalise ça, à mon avis, on va créer beaucoup plus de richesse, tout en s'appuyant sur des valeurs qui ont été très secouées, on va dire, sur les 3 dernières années. Donc voilà, à mon avis, du point de vue politique, stratégique, ensuite géopolitique, finance internationale, et les grands changements aussi que connaît le monde, donc il faut qu'on soit pleinement conscient de ça. Et aussi, on a un rôle, à mon avis, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'humanité, à jouer. Et c'est un rôle historique, s'il date de 3000 ans, 4000 ans, apporter des solutions en IA, apporter des talents, apporter des green talents, apporter de l'énergie propre à l'Europe, à l'Afrique, au reste du monde, etc., etc., etc. Donc ce sont effectivement 3 piliers importants. Et au jour d'aujourd'hui, ce genre de discours n'était pas vrai il y a quelques années. Maintenant, il est devenu.
techniquement, scientifiquement, financièrement, économiquement, commercialement, on coche toutes les cases. Le prix, effectivement, Karim l'a mentionné, le prix de l'IA, le coût de l'IA, etc., il a été divisé par X. Je peux aussi dire que le coût tout ce qui est panneaux photovoltaïques et autres, divisé par 10 en l'espace de quelques années. Le coût du stockage, il a énormément baissé aussi, ça va continuer à le faire. Le transport, la connectivité, on est mieux connecté aujourd'hui, ça se développe par d'énormes quantités de fibres optiques, etc., mais aussi même le coût du transport d'électricité, et ainsi de suite. Donc on commence à avoir des éléments qui s'alignent, très intéressants pour la rive sud de la Méditerranée, très intéressants pour nous, Tunisiens, pour jouer un rôle encore plus grand au sein de la Méditerranée, et encore plus grand, je l'espère, dans cette vision un peu plus globale, géopolitique et autres. Donc il y a un puzzle qui est en train de se mettre en place inévitablement, en fait, vous dites. Donc oui. C'est même pas une opportunité, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous le dites aussi dans votre livre, Karim, puisque vous misez sur le développement des capacités locales. Et quand je dis capacités locales, on parle bien sûr d'abord des jeunes talents. Donc il y a le projet avec GoMyCode que vous avez présenté ce matin. Donc ça va être le projet Tatooine, je crois, donc avec 10 000 étudiants qui sont formés. Mais aussi, donc il y a l'innovation, l'infrastructure, les data centers dont vous parlez aussi, l'importance d'avoir nos propres data centers. Donc, si on imagine un peu les types de projets, enfin j'imagine parce qu'il y a peut-être des projets qui sont en train de se mettre en place, quels sont les projets qui sont les plus intéressants pour répondre à ce besoin? Et aujourd'hui, le point central, c'est la souveraineté numérique et le développement pour la jeunesse. Absolument. Donc, bien entendu, il y a toute l'expertise software, et comme on en a un petit peu parlé ce matin, la maîtrise des agents. Je voudrais ajouter que ce n'est pas un point trivial. Vraiment, savoir bien utiliser les agents IA, c'est savoir leur poser des questions très avancées, avec beaucoup de contexte. Et si c'est bien fait, le gain de productivité réellement est de l'ordre de 50 à 100 fois. Je n'ai pas vu beaucoup de gens le faire, plutôt des gains de productivité de l'ordre de 2 à 3 fois, mais en réalité, c'est tout à fait possible. Et plus vous êtes bon en software, et plus vous allez être productif avec ces systèmes. Donc là, il y a une opportunité extraordinaire. Elle est en train de commencer à être saisie, on doit faire beaucoup plus. Mais je suis optimiste parce que je vois que c'est déjà en train d'avoir un impact à travers certaines des initiatives que vous avez décrites. Et il y a d'ailleurs d'autres partenaires, d'autres acteurs qui font la même chose. On était tout à l'heure avec Badruddin Ouaili qui a fait beaucoup pour le pays au niveau caritatif. Avec M. Mehdi Hawass, on a fait beaucoup de travail en partenariat avec le ministère de la Santé et avec Talent. Donc il se passe beaucoup de bonnes choses. Ça, c'est sur le volet software. Mais maintenant, et ça, c'est ça qui est nouveau, en fait, il y a une vraie opportunité en termes de développement des infrastructures. Ce potentiel en énergie dont Nisa parle, ce potentiel en termes de data center, supercalculateurs, tout ça, en fait, nécessite des expertises, des compétences qui sont autant d'opportunités sérieuses. C'est du dur, c'est du hardware pour la jeunesse. Et du coup, expertise en énergie, expertise en supercomputing, s'ajoute à l'expertise software qui est nécessaire. Et donc, en fait, en réalité, si on se forme convenablement, le nombre d'opportunités est très grand et la prospérité qui est créée, j'insiste, peut permettre un développement formidable de l'Afrique du Nord, mais aussi un développement et une croissance pour l'Europe. J'apprécie beaucoup le point qui a été fait. En réalité, c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. L'Europe a autant besoin du bassin méditerranéen, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique que l'Afrique a besoin de l'Europe. Et donc c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que les sociétés européennes, certaines étant leaders de leur marché, sont face à cette compétition justement des États-Unis et de la Chine, et donc se doivent d'être compétitives en IA. Et être compétitif en IA, c'est avoir les meilleures technologies avec une base de coût en termes d'énergie et de puissance de calcul installée qui est du même niveau, voire d'un meilleur coût que les concurrents. Et ça, c'est le joker qu'offre l'Afrique du Nord et la Tunisie. Je pense qu'il tend la perche un petit peu par rapport à ma prochaine question, justement, qui est comment un pays comme la Tunisie peut miser justement sur l'énergie solaire, particulièrement. Comment est-ce qu'on peut la déployer à grande échelle? Donc ce matin, vous avez parlé de la proximité avec l'Europe, mais aussi il y avait une question, je crois que je suivais depuis l'autre salle, c'est pourquoi ne pas garder ce solaire pour nous, en fait cette énergie pour nous, et que vous disiez que c'était suffisant, c'était amplement suffisant
pour remplir toutes les, pour tout le monde, quoi. Il y en avait pour tout le monde. Pour toute la planète. Pour toute la planète, effectivement. Et donc, vous, comment vous voyez ce déploiement à grande échelle pour la Tunisie et comment cela pourrait devenir la colonne vertébrale, en fait, d'une IA méditerranéenne responsable et durable, parce qu'il est aussi question, de souveraineté, mais de durabilité également. Il faut dire, en plus des derniers éléments, évolution technologique, performance et autres, en plus des évolutions de coûts et de prix récemment constatées, je peux vous dire qu'ici en Tunisie, on a été très gâté par le bon Dieu. Le désert, on a une performance de concentration de photons extraordinaire, combinée à une proximité géographique, distance, avec le reste de l'écosystème économique tunisien et avec l'Europe, plus des conditions climatiques, plus la baisse significative de tout ce qui est panneaux, leurs performances, bifaciaux, orientables, etc., de nouvelles technologies qui résistent bien à la poussière du désert et ainsi de suite, le coût des stations, et là c'est du très concret, de conversion à CDC, plus le coût de tout ce qui est transport, qu'il soit terrestre ou sous-marin. On a uniquement 200 km de distance entre le Cap-Vent et le sud de la Sicile, avec une eau pas très profonde. Et ça aussi, c'est un autre avantage. Et, en fin de compte, on serait capable de financer et d'arriver à vraiment à apporter énormément d'énergie à nous-mêmes. À nous-mêmes, lorsque je dis nous-mêmes, c'est par exemple pour 4% de la surface du désert tunisien, on peut produire 220 TWh par an. On peut générer 100 gigawatts. 4% seulement de la surface du désert. Et avec les évolutions technologiques, on peut même descendre à 3% seulement. 100 gigawatts, c'est à peu près une vingtaine de fois la steak. Donc il y a de quoi largement servir nos besoins, il y a de quoi largement répondre aux besoins de l'énorme déficit commercial. Je ne sais pas si on réalise l'impact de ce déficit. On a annoncé les chiffres, on parle de 18 milliards de dinars à fin octobre, donc on va très probablement dépasser les 20 milliards de dinars cette année, dont les 2/3. C'est un déficit énergétique. Et combiné à un énorme besoin aussi pour nos partenaires européens. Donc non seulement on pourra répondre à de grandes ambitions, comme Karim est en train de les formuler, de l'IA, industrialiser l'IA, etc., répondre aux besoins de notre propre économie actuelle, mais aussi aider tout ce qui est dessalement d'eau et ainsi de suite, l'agriculture, et aussi aider nos partenaires d'une manière égale, nos partenaires européens, pour être servis en énergie propre. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est pas uniquement ni pour eux. On a largement de quoi servir nos propres besoins et j'espère les besoins futurs en industrialisant l'intelligence avec l'IA, avec les data centers, mais aussi aider l'économie européenne à avoir accès à de l'énergie propre à moindre coût. Et ça, ce que je dis, c'est vraiment techniquement et scientifiquement maintenant prouvé avec les derniers éléments dont nous disposons. Et à mon avis, c'est un peu le sens de l'histoire. On est à un moment essentiel, effectivement, cher Karim. Oui. Et d'ailleurs, il nous reste 2 minutes. Donc, tout ça, c'est des super nouvelles. Ça a l'air d'être. Tu m'as pris 2 minutes, je te prends 2 minutes. donc, juste pour conclure, donc déjà, tout ceci est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, je voulais rajouter, Nizar, que la capacité dont tu parles représenterait entre 5 et 10% de la consommation européenne d'énergie, ce qui est énorme. Okay, donc, mais en plus, j'ai d'autres bonnes nouvelles. Okay, parce qu'au niveau de l'IA, on a des circonstances extrêmement favorables. Comme on en parlait ce matin, le réseau de fibre optique de télécom Medusa vient d'arriver en Tunisie. Il relie toute la Méditerranée, Barcelone, Marseille, toutes les grandes villes. Et littéralement, il met la Tunisie à 10 millisecondes aller-retour de Marseille, ce qui est absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut déployer une vraie industrie des supercalculateurs en Tunisie parce que nous avons les marchés qui sont disponibles en Europe, et même au niveau inférence. C'est pas simplement entraîner des modèles, c'est les servir en temps réel quand quelqu'un
dans l'Europe du Sud a une requête, à Rome, Marseille, etc. Et il veut une réponse immédiate. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième bonne chose, c'est que tout ça coûte énormément d'argent. On est à l'échelle de milliards, voire dizaines de milliards de dollars. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prendre ce risque. Et pourquoi? Parce que, comme on en parlait un petit peu ce matin, la révolution de l'IA ne va pas s'arrêter. Et donc, investir dans ce domaine, on pourrait presque investir les yeux fermés. D'ailleurs, c'est pour ça que les géants américains et chinois investissent autant. Mais ce que je veux dire, c'est une réelle opportunité qui, d'un point de vue valeur contre risque, est absolument exceptionnelle. Merci beaucoup.